Bonsoir, merci d'avoir d'être venu. Je suis Moumi Bouzé, président de l'SB Panavocat. En tout cas, un grand merci d'être venu. Un grand merci d'être parmi nous ce soir pour parler d'un sujet super important qui tient beaucoup à la communauté déjà depuis un certain temps, dont on parle souvent, mais par rapport auquel on n'organise pas grand-chose et on n'organise pas assez l'intelligence de la communauté pour pouvoir en parler. Donc, pour faire court, parce qu'on a la demi-heure africaine qui est déjà passée, donc c'est vraiment, on est là pour pouvoir parler money. Black Money Brothers, comme je disais dans la page physique de l'événement. On est souvent à revendiquer certaines choses dans un pays qui n'est pas forcément le nôtre. Et on arrive toujours à rester dans les constats, comment on appelle ça, dans les analyses. Oui, dans les analyses, dans les revendications. On a souvent du mal à passer à l'action, à l'étape qui suit. En tout cas, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, on a bien vu que, comme je disais sur la page Facebook de l'événement, celui qui t'oppresse s'assiera pour t'écouter lorsqu'il sentira que tu as acquis cette puissance pour lui permettre de s'asseoir et de se mettre face à toi pour parler. Et en l'occurrence, ici, il s'agit d'argent. Super important pour une communauté quand on voit la manière dont ça se déroule, la manière dont les choses tournent mal. Et la manière dont il y a l'organisation au niveau de la communauté, la structuration du tissu économique de la communauté n'est pas assez fort pour nous permettre de devenir comme d'autres communautés, maghrébines, juifs et autres, une communauté qui compte, qui pèse et qui est respectée et écoutée. Sans plus tarder, j'aimerais donner la parole d'abord à une personne avant de présenter nos intervenants aujourd'hui. C'est un aîné à moi, Jean-Baptiste Bokoto, qui aimerait nous parler d'une initiative qu'il a lancée et qui pourrait, dans le cadre de cet événement, pouvoir aussi vous toucher, vous interpeller, vous permettre d'en savoir un peu plus pour vous engager et connaître ce qui se fait déjà dans la communauté. Donc, Jean-Baptiste, Bokoto, sous vos applaudissements. Voilà, dis-nous un peu, un tout petit mot, 5 minutes sur ton initiative. Merci beaucoup, Moumi. Je me nomme Jean-Baptiste Bokoto et je suis un fondateur du réseau Africa Synergie, qui est un dispositif d'accompagnement en fait, de personnes qui voudraient bien entreprendre. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis ici et nous aidons les personnes qui veulent se mettre pour leur propre compte en créant de petites entreprises. Alors c'est dans ces cadres-là que nous nous sommes dit cette année, nous ne viendrons plus pour présenter Africa Synergie, parce qu'Africa Synergie présenter tout le temps le projet, tout ça, c'est qu'on est. Chaque fois qu'on sera invité, c'est pour présenter une start-up. Ça veut dire une entreprise qui commence. Alors, j'ai l'honneur, et avec l'honneur également que Moumi m'a donné, de vous annoncer il y a depuis 3 mois, nous étions en train d'accompagner un porteur de projet. Pour le moment, il n'est pas là parce que là, il est en train de travailler. Et qui a monté sa start-up qui s'appelle Allo Robert. Ça s'appelle Allo Robert tout simplement. Allo Robert. Alors, Allo Robert, c'est quoi? Allo Robert, tout simplement parce que bon, c'est un jeune qui a eu ses études, mais ne pas travailler. Alors il s'est dit non mais voilà, moi-même je vais me lancer. Et il a commencé à livrer, en fait il habite du côté du Nord, il a commencé à livrer aux personnes âgées, hein, faire des courses pour des personnes âgées. Alors progressivement, il voulait développer son concept. Il est venu nous voir parce qu'il n'avait pas des idées, il ne savait pas comment il faisait. Alors nous l'avons aidé à structurer son projet et à l'accompagner, à l'aider à mettre en place un business plan. Et voilà, et tout ça a été fait. Et ben voilà, en fait, la start-up a été lancée. Donc, il a commencé avec un véhicule qu'il a acquis grâce à un petit prêt. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous avez besoin de commander le produit africain, le produit exotique africain, au lieu de venir jusqu'à Bruxelles, surtout pour des gens qui sont dans les endroits après venir. Vous entrez sur Allo Robert, faites votre commande. Tout simplement, vous prenez votre tablette ou smartphone, faites la commande, vous appelez. Et voilà, et dès l'instant où la commande est activée, ben voilà, vous pouvez payer sur place
où vous pouvez payer en ligne directement. Et vous aurez le programme et le lendemain, en fait, le marchandise. Voilà, donc c'est la start-up que je vais voulu vous annoncer aujourd'hui. La prochaine fois que je viendrai, ce sera un peu avec notre start-up. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos intervenants, je vais les présenter dans l'ordre de leur ordre d'intervention. Donc, on a d'abord notre jeune frère Steve Poto, qui est étudiant en ingénierie de gestion. Il va vous expliquer ce que c'est. Ça a l'air un peu technique, même pour moi. On a Laetitia Massa, qui est une activiste, une afro-consommatrice en... C'est une créatrice d'applications. Elle va vous en parler, des tas d'applications qui existaient déjà. Une sociale entrepreneur. Et puis ensuite, on a notre aîné, Boris Botembe, qui est vraiment l'expert, qui va vraiment nous parler de tout ce qui est bancaire, outils, produits bancaires, comment créer, gérer, faire croître une banque et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, sans plus tarder, donc je vous remercie et j'espère vraiment que vous allez prendre de bonnes notes et surtout vous allez poser des questions parce que je pense que c'est le plus important. Poser des questions et échanger avec nos intervenants. Éventuellement que ces questions, ces interventions puissent nous permettre que demain nous puissions concrètement passer à l'action, poser des initiatives pour ne plus rester toujours dans les constats et dans les revendications. Donc je vais passer la parole alors à Steve Poto. À toi. Bonsoir à tout le monde. Donc, on m'a déjà présenté, mais je vais me présenter pour la forme. Je suis Steve Poto. Je suis étudiant en management, donc plus simple ingénieur de gestion à l'Université catholique de Louvain. Mais on n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui, parce qu'avant ça, je suis avant tout fils du continent africain et un grand passionné d'économie, et donc on va partager ça ce soir. Donc, je suis d'une famille nombreuse, je n'aime pas faire les choses seul, donc vous allez un peu travailler avec moi aujourd'hui. Et selon le SPF Économie, la dépense moyenne d'un ménage s'élève à plus ou moins 36 000 €. Et j'aurais voulu savoir avec vous, selon vous, quels sont les principaux postes de dépenses pour un ménage belge. Alimentaire. Alimentaire. Le loyer. Énergie. Communication. Transport. Une autre idée. Les soins de santé. Éducation. Tout à fait. Et donc, on a d'abord cité l'alimentaire. Pour vous, c'est quel pourcentage du budget sur une année? 25. On retient 25 pour l'alimentaire. Le transport? 10. 10. Le logement? 45, 50. Ça chauffe, ça chauffe. Donc, selon une enquête qui date de 2014, parce qu'ils mettent un peu de temps à faire leurs études, je peux les excuser, vous pouvez voir ici comment sont réparties les dépenses pour un ménage belge. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le logement qui prend une grande partie des dépenses. On va bien trouver un travail de lequel vivre. Et vous le remarquerez par la suite, c'est l'alimentation et le transport qui occupent aussi une part considérable de nos dépenses mensuelles. Mais pour le moment, je vais vous demander de retenir ce graphique. On va y revenir après, mais ayez-le bien en tête. Donc, pourquoi je vous montre ce graphique? Tout d'abord, c'est pour savoir que nous sommes tous dans la salle, qu'importe vos statuts consommateurs, parce qu'on ne peut pas tout produire tout ce qu'on utilise constamment. Je pense qu'on n'en dormirait plus. Mais c'est pour savoir qu'en tant que consommateur, cet argent, il doit bien émaner soit de notre travail, soit de notre épargne, ou soit de crédits qui nous permettent d'avoir accès à des biens qui ne sont pas directement le porter. Et la réponse de la communauté africaine, que ce soit sur le continent ou au sein de la diaspora, c'est un concept qu'on connaît bien, ce sont les tontines. Moi-même, mes parents sont originaires du Bandundu, Congo, enfin, l'ex-Zaïre. Donc chez nous, c'est les Likelemba. Je sais qu'au Congo-Brazza, je pense que c'est les Monziki. Et je pense au Rwanda, c'est les Idalemba. Enfin, je peux vous trouver les traductions de toutes les langues si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et donc c'est un réflexe en tout cas qui a été développé au sein des communautés. Et donc dans un premier temps, on va aborder ça avant d'entamer la suite.
Donc il faut savoir que les tontines, c'est un phénomène mondial. Donc l'appellation, en fait, elle vient de M. Lorenzo Tonti, je pense, qui était un financier italien durant le XVIe siècle. Et l'idée de base a été pour regonfler les finances de l'État, de faire une sorte d'épargne collective. Et donc à l'époque, le système, c'était plusieurs personnes cotisent dans un pot commun. Les intérêts sont reversés continuellement aux différentes personnes qui ont cotisé. Et après, c'est le dernier survivant de ce groupe qui va récolter toute la cagnotte qui a été constituée par l'ensemble. Mais ça, c'est la formule européenne qui a prévalu au XVIe siècle. C'était pour relancer l'économie, il y a toute une histoire qui tourne autour, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, ça a apparu au XVIe siècle, c'est une appellation francophone, mais c'était présent dans tout le monde bien avant. Je pense que les premières traces, on les a découvertes chez les Japonais, je pense, vers le IIe siècle. Mais bien entendu, ça va un peu changer les cours d'histoire, et pour une fois, les Africains, enfin, une fois de plus, ça fonctionnait déjà chez nous avant, parce que les premières traces, du moins, c'était des tontines financières, parce qu'à l'époque, c'était de l'échange de services. Par exemple, on vit dans un village, le premier jour, on va construire la maison de monsieur, le deuxième jour, tout le monde vient chez moi, et ainsi de suite. Et maintenant, quand l'argent est entré en circulation, donc on a mis ça en place. Donc les premières formes ont été constatées au royaume Congo au XIVe siècle, donc 2 siècles avant que ça n'arrive en Europe. Et les tontines, donc le système qui fonctionne un peu plus dans notre communauté, c'est que j'ai trouvé une bande d'amis, de connaissances. Donc soit il y a une origine qui est soit géographique, donc on va se réunir en tant que personne du même village, soit ethnique, on va se réunir entre personnes de la même tribu, ou soit on va se réunir entre membres d'une même famille. Généralement, donc, on est entre 10 et 12, parce que c'est plus facile au niveau des charges comme ça on tient une année. Et donc chaque mois, une personne, on va tous cotiser le même montant. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque mois, soit ça va être tiré aléatoirement, soit ça va être décidé communément dans quelle heure on donne. Un des membres de ce groupe va récolter l'ensemble de la cagnotte. Donc évidemment, c'est toujours plus intéressant d'être premier parce que du coup, vous avez directement un montant qui tombe. Mais ce qui est un peu plus pesant, c'est que du coup, vous ne faites que rembourser jusqu'à la fin. Les tontines est un réflexe qui a été plus ou moins inné dans la communauté, donc ça permet en soi de constituer une épargne, parce que c'est de l'argent qui du coup n'est plus à notre disposition. Or je pense qu'on sait tout, surtout avec le e-banking, ce qui est sur le compte d'épargne en 10 secondes, il n'y est plus. Il suffit de le vouloir. Ce qui est propre à la communauté africaine et que je trouve formidable, c'est qu'avant tout, nous, ce concept a été pensé d'une manière sociale et pas du tout économique. Parce qu'en fait, les tontines, comme je l'ai dit, elles reposent essentiellement sur la confiance. Donc même si je ne connais pas directement Monsieur Y, par exemple, je sais que Monsieur X connaît bien Monsieur Y, et Monsieur X va se porter garant à Monsieur Y. Parce que c'est l'une des forces et l'un des avantages du système, comme tout repose exclusivement sur la confiance, il suffit que l'un des membres faille à sa mission pour que tout le monde s'en soit impacté. Et il existe différentes formes de tontines à travers le monde. Donc nous, généralement, c'est une tontine qui sert d'épargne parce qu'on ne prend pas d'intérêt, on ne place pas cet argent. Sur le continent asiatique, eux, ils ont un peu plus chipoté. Donc ça s'est transformé en produit d'investissement. Mais ça, on en reviendra par la suite. Et vous voyez, on ne va pas tous les citer. On peut aussi en faire une sorte de mutuelle parce que c'est un peu le même principe. Les banques fonctionnent aussi dans le même sens. Donc, au moins comme ça, vous avez une idée globale. On reste sur les tontines d'Afrique subsaharienne, et du moins les Kalemba, parce que c'est ceux que je connais personnellement mieux, qui diffèrent contrairement à tout ce qui se passe en Asie, en Amérique latine, parce que c'est généralement plus développé dans les pays du Sud et les pays en voie de développement. Avant de commencer la tontine, on définit des règles. Donc à quoi vont être alloués les différents montants. Et généralement, ce qui se passe dans la communauté, c'est que la cagnotte ainsi récoltée sert soit à faire des dépenses, des mini-investissements, donc avoir des hautes liquidités à court terme, donc une nouvelle cuisine, une nouvelle salle à manger, soit à parer à des événements de la vie, ou par exemple, celui qui la reçoit en septembre, c'est très bien pour financer l'école des enfants. Mais au-delà de tous ces avantages, les principales limites, du moins dans notre communauté, comme j'ai dit, c'est que ça constitue une épargne en rien un investissement, parce qu'aucune plus-value qui est créée, c'est juste de l'argent qui circule. Ça repose exclusivement sur la confiance. C'est une force tout autant qu'une faiblesse.
Mais généralement, les communautés africaines, on passe au-delà de ça, parce que le fait d'être avec des personnes qu'on connaît, ça exerce une pression sociale très forte sur l'individu. Et beaucoup de gens le disent, ils préfèrent ne rien avoir dans le frigo et régler leur solde vis-à-vis de la cantine, plutôt que l'inverse et être mal perçu dans la communauté. Parce que là, cette dimension sociale qui est remise en avant, c'est à chaque fin du mois, tous les membres de la cantine se retrouvent ensemble. Et du coup, c'est aussi une opportunité pour socialiser. C'est comme ça que c'est fort répandu dans la diaspora. Et pour se rencontrer et discuter d'un peu de tout et de rien. Donc, on revient à notre chat graphique. Donc, j'ai une bonne question pour vous. Selon vous, ici, on va un peu l'adapter. Ça va plus être la défense d'un ménage belge classique, mais d'un ménage africain ou d'un ménage belge issu de la diaspora. Donc, vous êtes d'accord avec moi, il manque un point important dans ce graphique. Je ne sais pas si quelqu'un l'a remarqué. On voit l'international. Exactement, j'aurais pu rajouter Western. Bon, on va admettre qu'il est là. À votre avis, quel pourcentage encore? 20%. Non, quand même pas. 5 en moyenne. Je miserais plus sur 4-3, mais bon, on vérifiera après les statistiques. Mais ma grande question, et là vous allez l'aider, à votre avis, si, admettons que c'est mon ménage, je suis en couple, tout va bien, nous avons notre vie, nous recevons cet argent. Quel pourcentage de cet argent, une fois que l'argent sera arrivé sur nos comptes, va sortir dans les mains de quelqu'un de la communauté? La moitié du budget alimentaire. Allez-y, on est entre nous, n'ayez pas peur. Une fois que cet argent a été reçu sur mon compte, je vais devoir le dépenser pour l'un de ces postes-ci. Et à votre avis, quel pourcentage du budget global de mon argent qui m'appartient va atterrir dans les mains d'un autre membre de la communauté? La moitié du budget alimentaire. 5%. Et l'habillement. 5%. 5% ici? 7. 10% sur les Et encore, vous êtes généreux, c'est même pas 0,5%. Et parce que ce qui se passe, c'est contrairement aux autres communautés qui ont compris dès le départ qu'il fallait fonctionner en cohésion, chacun a su répondre, parce que je pense qu'on est tous présents ici d'origine africaine diverse, on a tous été confrontés un jour ou une autre à une certaine forme de racisme. Mais il faut bien se rendre compte que le racisme, ça ne sert à rien de demander le respect ou autre, parce que pour moi, le racisme, c'est pas que les gens ont des aversions avec vous, ils n'aiment pas vos cheveux, ils n'aiment pas votre couleur de peau ou autre, parce que le racisme, en soi, c'est un instrument économique. Le seul but du racisme, qui est institutionnel pour le moment en Europe, c'est de protéger, dans une première mesure, mes avoirs, et dans une moindre mesure, ceux de ma communauté. Et c'est ça qu'on a du mal, on est souvent ensemble pour faire la fête ou autre, mais c'est ce réflexe économique qu'on a perdu de sens et que les autres communautés ont bien réussi à mettre en place. Parce que, je suppose, on peut prendre l'exemple de la communauté marocaine. Si à l'heure d'aujourd'hui, je suis originaire du Maroc et je suis de confession musulmane, dès que mon salaire va arriver, si je veux manger du pain, j'ai des boulangeries marocaines, je vais aller chez le garagiste, j'ai des garagistes marocains. Je veux trouver quelqu'un qui fait le ménage, il y a des sociétés de libre-service qui sont marocaines, donc ça peut toujours rebondir au sein de la communauté. Et c'est parce que, vous le verrez par la suite, une communauté ne peut s'en sortir. Une communauté ne peut s'en sortir qu'à partir du moment où tout le monde prend ensemble. Et c'est ça que cette image essaie de symboliser. Seul face à l'adversité, personne ne peut rien. Alors qu'ensemble, en tant que consommateurs, en réfléchissant un peu et en mettant du bon sens dans ce qu'on fait, on peut tous s'en sortir. Et est-ce qu'on va reprendre la communauté musulmane, parce que je pense en Europe, enfin, au sein des immigrés en Belgique, ce sont ceux qui sont encore assez bien positionnés. C'est qu'à l'époque, donc on les a fait venir en Belgique, je pense, pour diverses raisons à faire l'histoire. Ils se sont rendus compte qu'on n'allait rien mettre à leur disposition. On les a fait venir pour les grands chantiers, mais après on les a laissés là face à eux-mêmes. Ils se sont rendus compte que certains emplois leur étaient fermés, et ce qu'ils ont fait, au lieu de s'apitoyer, faire des manifestations, revendiquer X ou Y, les premiers sont entrés, on ne va pas faire de clichés, mais à l'Astil, on va dire, et vous pourrez remarquer qu'une grande partie des employés d'Astil est de confession musulmane et d'origine marocaine, parce que dès qu'il y en a un qui est entré, il s'est permis de faire entrer les autres et de constituer leur propre système microéconomique. Et mais les autres intervenants ici, les autres confrères en parleront par la suite.
Mais il en est de même par rapport à la communauté pakistanaise et libanaise. Ils sont arrivés sur place, ils ont vu que rien ne leur serait offert, ils se sont dit quelle part du marché pouvons-nous prendre. Le Belge, lui, il veut travailler de 9h jusqu'à 18h, il ne veut pas faire plus. Ils se sont dit pourquoi nous, on n'ouvrirait pas un magasin de nuit. Et je pense que partout où vous pourrez aller en Belgique, si vous allez dans un night shop, généralement c'est détenu par leur communauté. Et donc ici, il y a une échelle d'émancipation qui a été réalisée par le Dr Anderson, donc qui a notamment écrit Powernomics. Et pour qu'une société puisse s'émanciper du racisme institutionnel et économique qui est présent, il faut d'abord s'en sortir d'un point de vue économique. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes tous ici présents pour découvrir les clés et pouvoir s'en sortir à ce niveau-là. Donc que ce soit via des formations pour inciter à la création de richesses ou à la valorisation de l'économie. Une fois que cette première étape est atteinte, on peut passer au volet politique. Parce que si vous rencontrez des barrières à l'emploi, au final, tout comme voilà, ici, monsieur d'Africa Synergy l'a dit, vous avez une barrière à l'emploi, au lieu de travailler, créer votre propre emploi. Et c'est comme ça que d'un point de vue économique, vous pourrez avoir votre pleine indépendance et votre pleine autonomie. Et une fois que cette première étape sera partiellement accomplie, vous pourrez commencer à avoir des revendications politiques. Parce que je pense qu'il n'y a pas longtemps, on luttait pour une place sur nous pas et tout, mais je suis fait à la communauté africaine. Généralement, on vient nous voir le jour des élections après en oublie, parce que du moins la communauté d'Afrique subsaharienne, économiquement, on est moins présent. Et du temps qu'on n'a pas de poids économique, on sera un peu moins considéré. Parce qu'on peut prendre l'exemple de la communauté juive, je pense qu'ils sont des acteurs importants dans plusieurs marchés, et au final, dès qu'ils respectent, ils se font entendre. Donc au final, c'est le poids de l'argent qui pèse. Après le volet économique, donc, vous pourrez avoir des revendications au niveau du système exécutif et judiciaire. Restez toujours dans l'optique de vous créer un cadre de développement toujours propice pour asseoir vos trois premières assises. Et une fois que vous êtes en ordre avec ça, vous pouvez développer vos propres médias afin de toucher les gens de votre propre communauté. Parce qu'une fois que vous aurez un moyen d'accéder à tous les gens de votre communauté, il sera d'autant plus facile de mettre l'accent sur le volet culturel et éducatif, et donc faire véhiculer les bonnes manières au sein de l'ensemble de la communauté. Et donc ici, en tant que consommateur, quels réflexes nous pouvons avoir? En tant que consommateur, nous avons une grande partie du pouvoir. Donc comme je vous l'ai dit, le premier réflexe, c'est d'essayer de consommer au sein de votre propre communauté. Ça n'est absolument pas un raciste, c'est juste un réflexe qu'on devrait avoir, parce qu'on ne vous empêche pas d'aller les autres. Mais par exemple, je pense que notre communauté, on est grands consommateurs de tout ce qui est mèche synthétique ou naturelle. Mais au final, ce sont les Libanais qui contrôlent ce secteur. On fait un matongé, on veut manger du podou ou autre, les Libanais n'en mangent pas, ce sont eux qui nous le vendent. Et donc il y a des secteurs où nous sommes les principaux consommateurs, mais ils sont même pas en train de vendre. Et donc c'est de point de vue-là qu'en tant que consommateur, on va se rendre compte qu'on a du pouvoir et qu'on peut essayer d'agir. Comme ça ne sert à rien de constamment réinventer la roue, ici j'ai cité quelques associations que je connaissais qui étaient déjà actives. Du coup, maintenant, je pourrais rajouter Africa Synergy si j'ai l'occasion de faire ce passage. Donc, il y a le Club du Congo, qui est un club d'investissement pour la communauté congolaise, mais ils sont aussi ouverts aux autres communautés. Donc, ils fonctionnent, c'est le principe des tontines à l'échelle occidentale. Donc, je pense que vous vous inscrivez, vous cotisez. Les avoirs communs sont placés soit dans des actions en bourse ou soit dans de l'achat de biens immobiliers. Malheureusement, ils ne sont pas là pour en parler, mais en soi, c'est ce qui se passe. Ils ont plusieurs années d'existence, ils sont assez crédibles. Mais après, le seul truc, c'est que ça pourrait être un club d'épargne, un club d'investissement, mais la législation belge est assez compliquée pour avoir ces appellations. Il faut répondre à plusieurs critères qui sont assez difficiles à atteindre dans notre situation. Pour être un consommateur conscient, il y a aussi Vitrine Africaine qui recense beaucoup de restaurants, d'entreprises ou d'indépendants de la communauté. Donc je vous invite à noter ces adresses sur votre Skype ou les enregistrer dans votre GSM. Au niveau des plateformes, donc, il y a la plateforme Tosala, on a la chance d'avoir la créatrice avec nous, donc, qui met en contact les personnes qui veulent consommer de manière consciente ainsi que les différents producteurs. Donc si vous avez un produit à proposer ou à l'ensemble de la communauté, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et il y a la plateforme Freetou qui offre un peu dans le même sens, mais c'est plus une plateforme de commerce, je pense. C'est le Amazon africain, si on peut dire, ou du moins c'est le destin qu'on lui souhaite.
Et ce sera tout pour moi, donc je vais laisser la parole à mes autres intervenants. Et pour les questions, je pense qu'on va les garder pour après. Juste pour le diapo précédent, on n'a pas été. S'il vous plaît. Et j'allais dire, en soi, vu qu'on est tous consommateurs, ça a été le premier volet de l'intervention d'aujourd'hui. Je pensais qu'Issa va parler plus du volet de production et Boris du volet institutionnel, parce que les trois sont entreliés, mais il faut savoir que malgré tous les attraits alléchants, on va dire, du salariat, donc la sécurité et les fonds garantis, le salarié est le seul opérateur économique qui consomme tout son capital à chaque fin du mois. Donc vous avez votre salaire, il va repartir dans le logement, dans la nourriture, dans les taxes, parce que plus vous gagnez, plus vous allez consommer. Le système est ainsi fait. Et c'est comme ça, du coup, que pour passer à l'étape suivante, il faut entamer le volet de production, parce que l'entrepreneur, contrairement au salarié, son capital n'est jamais touché en soi, il ne mange que dans son profit. Et j'ai laissé la parole. Merci Steve. Voilà, on va passer à Laetitia Massa. Une grande activiste. C'est vraiment une femme exemplaire en termes d'activisme, en termes d'entrepreneuriat. Elle est très investie dans la communauté. Elle est aussi créative. Tout ça là, c'est une des applications qu'elle a mises en place. Donc, je vais te laisser la parole pour nous dire un peu ce que tu fais et toucher un peu. Merci pour lui. Je suis assez émue parce que pendant maintenant près de 2 ans, j'ai passé mon temps à parler de consommation afro et à entendre Steve, j'entends que c'est entré quelque part. Donc je ne vais pas vous poser autant de questions que Steve vous en a posé, je vais directement entrer dans le vif du sujet. On a parlé à l'instant de la consommation afro, qui est absolument indispensable. Moi je vais vous parler de création de richesse, tant de richesse individuelle que de richesse collective ou communautaire. On peut considérer que c'est un synonyme. Est-ce que vous avez une idée de comment se crée la richesse? Et je ne demande pas à ceux qui savent déjà la réponse là, les autres. Aucune idée. Ok, mais donc je suis utile. Donc, quoi qu'il en soit, je vais vous donner la réponse au fur et à mesure, sinon je ne me servirai plus à rien, vous allez me tuer, enfin bref, ça va pas. Alors, consommer afro, c'est génial, mais consommer afro, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que, en réalité, quand on observe, et Steve a vachement empiété sur mon exposé, je te déteste, mais quand on observe réellement la part de ce qui entre dans notre escarcelle, en particulier lorsqu'on est salarié, qu'on dépense, en fait, cette part ne représente que 19,3% de la richesse que nous avons produite. Est-ce que vous avez une idée de comment ça se fait? Ou pas? Ça, c'est pour tous les citoyens. Des Belges en général qui sont salariés, qui fait la grande majorité des producteurs de richesse en Belgique, ils sont salariés. Est-ce que vous avez une idée de ce qui explique cette différence? L'impôt? Qui l'a dit? Tu as gagné, voilà, c'est l'impôt. Là, c'est mieux? D'accord. Ok, donc l'impôt, je vais déplacer ça. Donc l'impôt, on vit en Belgique, dans, je crois, le pays le plus taxé d'Europe, mais dans tous les pays européens, il y a une certaine forme de taxation. En Belgique, il se trouve que lorsque l'État a fini de ponctionner tout ce qu'il a envie de ponctionner, ce qui vous reste de pouvoir économique, c'est 19,73% de la richesse que, en tant que salarié, vous avez produite. Donc, même si vous ne produisez pas de richesse pour vous-même, sur laquelle vous avez beaucoup de pouvoir en tant qu'entrepreneur ou quoi que ce soit, vous produisez quand même de la richesse pour votre patron. C'est juste que votre patron, il en a une certaine part, et vous, ce qui vous reste, c'est ça. D'accord? Donc, quand on dit consommer afro, on vous dit, sur les 19,73% sur lesquels vous avez un brin de pouvoir, essayez quand même de faire un effort pour votre communauté. En d'autres termes, ça signifie que tant que vous vivez en Belgique, il y a très peu de choses qui vont véritablement servir à la communauté afro. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, la richesse, je vous ai donné la réponse dans le slide, mais vous pouvez fermer les yeux et me répondre. La richesse, c'est simplement ce qui reste. Ce qui reste une fois que vous avez individuel, donc il y a votre salaire qui entre dans votre poche,
vos dépenses absolument indispensables. À la fin du mois, vous regardez ce que vous avez. Si le mois suivant, vous avez encore ce que vous aviez le mois dernier, vous êtes riche de 20, 100, 2000 euros. D'accord? À la fin de l'année, c'est pareil, et ainsi de suite. D'accord? Il y a très peu de gens qui, le 15 du mois, sont riches, puisqu'en fait, il n'y a plus grand-chose qui reste. D'accord? Lorsqu'on parle de richesse communautaire, c'est à peu près le même principe. Ce qui reste dans la communauté à la suite d'un échange. Steve en a parlé très brièvement tout à l'heure. Lorsqu'il y a de l'argent qui passe d'une main à une autre, si cette main est africaine, qu'est-ce qui reste dans la communauté une fois que cette main a passé vers un autre producteur économique ou quoi que ce soit? Généralement, il n'en reste rien. Tu as été extrêmement optimiste pour les un petit peu moins d'1%, parce qu'en fait, c'est zéro. C'est juste zéro. Pourquoi c'est zéro? Parce que il y a pas mal de consommateurs, il y a très peu de producteurs dans la communauté. D'accord? On va revenir là-dessus parce que tu as fait un schéma assez intéressant que je vais réutiliser. La réalité, en fait, elle est la suivante. Quand vous êtes salarié, l'État belge se sucre sur votre dos, je suppose que tout le monde l'aura compris ici, il prend 81%, il vous en met 19%, avec ces 19%, en réalité, c'est pas ce que vous pouvez véritablement économiser, c'est ce que vous utilisez pour manger et que l'État ne prend pas, donc il va dans la main de plusieurs producteurs, d'accord? Si par exemple, au lieu d'être salarié, vous décidez d'avoir une société, j'ai pas dit que vous décidez d'être entrepreneur et de vendre 2-3 choses, hein, parce que l'État trouve aussi un moyen de vous ponctionner, même encore plus que le salarié type quand vous faites ça, d'accord? Mais lorsque vous décidez de créer une structure, à savoir une société, créer une autre personne juridique que vous-même, l'État favorise cela. Pourquoi? Parce que les riches ont des sociétés. L'État favorise les riches. Donc si vous avez des comportements économiques que les riches ont, l'État va vous récompenser. D'accord? Maintenant, la réalité c'est que l'État vous récompense, mais pas tant que ça. Donc il prend quand même sa part du lion, et vous, il vous reste 43%. D'accord? Je vous épargne les calculs hyper savants, on peut les faire à un autre moment, mais voilà, en gros, c'est ce qui vous reste. Donc, le moindre mal, lorsqu'on est africain dans un pays qui n'est pas africain, c'est d'éviter de participer à l'effort de guerre du pays dans lequel on est. Parce que je suppose que vous aurez compris, puisque vous êtes là, que tous les pays sont en guerre, même ceux qui n'ont pas compris qu'ils l'étaient, et que donc l'impôt sert tout simplement à l'effort de guerre du pays dans lequel on réside. Quand vous êtes salarié, vous donnez l'essentiel de votre production de richesse à l'État, qui va ensuite décider généralement contre vous, puisque vous êtes africain, je pense que vous l'aurez compris. Si vous êtes entrepreneur, que vous avez une société, vous diminuez simplement cette part-là. D'accord? Les autres communautés, à part la communauté africaine, ils ont compris qu'ils étaient en quelque sorte prisonniers de guerre. Et donc, ils ont voulu diminuer l'effet extrêmement néfaste de se retrouver dans un environnement hostile. On a parlé des Pakistanais un peu plus tôt, on a parlé des Indiens, je crois, un peu plus tôt, ou des Juifs. Bref, ils ont compris qu'ils étaient dans un univers hostile, ils ont compris que le système dans lequel ils vivent est tel que, en réalité, ils n'avaient de pouvoir que sur 19 ou sur 43%. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Recycler ce pouvoir. D'accord? Donc la richesse communautaire, c'est tout simplement le décuplement des richesses individuelles, donc la réutilisation de ce qui est dans une poche pour qu'elle aille dans une autre poche et ainsi de suite. Chacun n'a que 19%, mais au moins ces 19% tournent à l'intérieur d'un cercle. D'accord? Ok. Donc, en d'autres termes, si la télécommande veut bien fonctionner, elle ne veut plus. Je vais dire ce que je dis, c'est pas extraordinaire. Tant pis. Donc, quand on vous dit que consommer afro c'est extrêmement important, en réalité, c'est faux. Ce qui est extrêmement important, c'est de participer à la création d'un écosystème économique afro. C'est l'écosystème qu'il faut retenir. Et si vous oubliez éco, au moins retenez système. Parce que tout le reste ne va jamais nous amener nulle part. Il faut que ce qu'on ait comme action soit à un niveau systémique. Donc ça nous dépasse. D'accord? Et je vais vous expliquer comment. Est-ce que ça fonctionne comme ça?
petit peu plus tôt, je suis l'auteur, enfin le développeur, la fondatrice derrière Tosala.org, qui avait pour objet de permettre aux acteurs économiques, la communauté, donc les acheteurs et les producteurs de biens et services, de se rencontrer, parce que l'hypothèse était que, ben voilà, si les Africains n'achètent pas auprès de producteurs africains, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Et les statistiques que donne une application m'ont un petit peu donné tort. Si les Africains n'achètent pas auprès de producteurs africains, c'est aussi parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Mais même lorsqu'ils savent où ils sont, le problème c'est qu'il manque une chose fondamentale, c'est l'adéquation entre les besoins des Africains, les besoins fondamentaux des Africains, et les productions, et les secteurs de production des Africains eux-mêmes. Est-ce que vous me suivez? Bon. Steve vous a révélé quelque chose d'absolument fondamental tout à l'heure, à savoir qu'un ménage classique, qu'il soit africain ou pas, débourse essentiellement de l'argent dans son logement, dans sa nourriture, dans ses transports. Les producteurs africains qu'on observe, ceux en tout cas qui sont les plus visibles, maintenant il y en a peut-être qui se cachent extrêmement bien pour que personne ne chasse qu'ils soient africains, donc je leur dis chapeau, mais voilà, ils ne font pas partie de l'observation de l'étude. Mais les producteurs africains qu'on observe sont presque essentiellement dans le secteur culturel. Est-ce que vous avez retenu la part dépensée par les ménages dans la culture? Quelle est cette part? 5%. 5%. Donc, 5%, et évidemment, l'étude, j'en ai lu une petite partie, c'est de 2014, mais aussi de 2013, enfin les logiques sont les mêmes. L'étude en question explique quand même que c'est une moyenne. Et c'est une moyenne dans le sens où la culture, dès lors que, comme l'explique d'ailleurs le schéma que tu as super bien indiqué concernant les étages de l'émancipation du docteur Claude Anderson, la culture, c'est finalement plus ou moins un produit de luxe. Je ne sais pas si vous connaissez l'échelle de la pyramide de Maslow. Donc c'est une pyramide suivant laquelle on a des strates de besoins. Tant que la strate inférieure de besoins n'est pas complet, on ne passe pas encore à la strate supérieure. Okay? La majorité de la population africaine expatriée, donc la diaspora africaine de Belgique, mais on peut généraliser cela à toute la diaspora africaine, est dans une situation économique telle qu'il est très très rare qu'elle arrive à des strates supérieures de consommation et fasse de la culture des dépenses tout à fait classiques dans son budget. On est d'accord? Il y a peut-être des objections? Bon. Et pourtant, la plupart des producteurs africains se situent dans les secteurs finalement dans lesquels les Africains peuvent le moins consommer. La conséquence est la suivante. Soit ils décident de ne pas vivre de leur talent, de leur culture, de tout ce qu'ils produisent, d'accord? Et essentiellement, ils sont salariés. Donc, vous vous souvenez de ce que j'ai dit un peu plus tôt, le schéma du salarié, donc c'est vraiment à leur détriment, alors qu'ils sont producteurs. Soit tout simplement, ils décident de taire leurs aspirations africaines. Ils se disent, les Blancs adorent la culture africaine, je vais faire de la culture africaine pour les Blancs. Et alors là, on voit tous les autres Africains qui leur disent que ce sont des vendus, bref. Mais la logique est la suivante. Si vous ne mettez pas sur pied un système dans lequel chaque acteur économique peut s'épanouir et rester africain, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. D'accord? Donc la culture, on peut y arriver, pour autant qu'on s'attelle tous, j'ai envie de dire, à devenir producteurs. Comment faire? Je vous ai montré quid pour les salariés, quid pour les sociétés. Rien ne vous empêche de commencer part-time, à temps partiel, à avoir une activité économique réelle. Vous faites vos preuves, vous tentez des choses, vous les ratez, vous réessayez, etc., etc. Et à un moment donné, lorsque vous vous sentez prêt, vous passez à la société. D'accord? Malheureusement, je ne peux pas vous donner plein de détails des avantages de la société par rapport aux inconvénients ici, parce que ce n'est pas le sujet, mais très sincèrement, faites-le le plus rapidement possible tant que vous êtes en Belgique. D'accord? Ouais, je ne reviens pas sur les secteurs clés puisqu'ils ont déjà été abordés, mais vous les voyez ici. Retenez simplement que la plupart des Africains aujourd'hui qui sont indépendants dans le secteur des services, alors que, donc dans le tertiaire, alors que la plupart des consommateurs afro achètent
de manière récurrente, régulière, dans les secteurs primaires et secondaires. D'accord? Alimentation, transport, etc. Alors, comment faire pour créer de la richesse individuelle puis collective? Évidemment, il n'y a pas de richesse communautaire sans richesse individuelle. Donc, en vouloir à quelqu'un parce qu'il s'enrichit sur le dos des Africains en faisant un truc qui n'est pas suffisamment associatif, ça ne marche pas. D'accord? Je suppose que personne chez vous n'est comme ça, sinon vous ne seriez pas ici, mais c'est ce qu'on entend régulièrement. Donc, les Africains aiment bien avoir de belles initiatives, dès qu'elles deviennent payantes, ils préfèrent qu'elles n'aient jamais eu lieu. Au contraire, c'est l'inverse qu'il faut penser. Donc, comment se crée la richesse individuelle? De manière, j'ai envie de dire, plus ou moins simple. Évidemment, il faut un switch de son état d'esprit, mais la première chose que vous devriez faire, c'est observer les besoins de votre cible, d'accord? Préférez votre cible afro, encore une fois, c'est pour éviter la schizophrénie dans laquelle la plupart des Africains se retrouvent lorsque, tout bas ou derrière un faux profil Facebook, ils ont des positions africaines vraiment très engagées, et puis au grand jour, ils ne peuvent pas vraiment parler, etc., etc. Et lorsqu'ils finissent par décider d'être africains au grand jour, jusqu'au bout des ongles, eh bien, leurs clients les lâchent. Donc, réfléchissez-y dès le départ et préférez avoir en masse ou dans une proportion suffisante des clients africains. D'accord? Africains conscients parce que la couleur n'a rien à voir. Donc, première chose, déterminer une cible, observer ses besoins. Une fois que vous avez observé ses besoins, on ne parle pas encore de solution. Cherchez dans tous ces besoins un ou plusieurs problèmes qui sont suffisamment importants et suffisamment récurrents que pour générer un revenu régulier pour votre entreprise. Je vous donne un exemple. Non, je ne vais pas me le donner, c'est vous qui allez me le donner. Qu'est-ce qui est suffisamment important et récurrent pour vous? C'est un homme qui me dit ça. C'est bien, mais en fait, oui, dans une certaine mesure. Quoi d'autre? Alimentaire. Voilà. L'alimentaire, c'est vraiment la clé. Trouvez quelque chose dans l'alimentaire. Si vous ne pouvez pas faire directement des produits poussés, etc., même si ce serait l'idéal, eh bien, essayez de voir quelle est la gamme de produits ou de services directement utiles de manière récurrente dans l'alimentaire, par exemple. Parce que ça, c'est un besoin suffisamment important et suffisamment récurrent que pour que, même en facturant des petites sommes, à la fin du mois ou à la fin de l'année, etc., vous finissiez par avoir des montants conséquents. D'accord? Ensuite, évidemment, une fois que vous avez identifié le problème, il ne s'agit pas de faire une ASBL. Hein? Bon. Parce que c'est un piège, encore une fois. Hein? Bon. Faites une ASBL si vous voulez après pour que la richesse des entreprises du secteur soit mutualisée pour faire d'autres choses, ça c'est autre chose, encore une fois. Et pour autant qu'il y ait un avantage fiscal, s'il n'y a pas d'avantage fiscal, vous oubliez. D'accord? S'il vous plaît. Bon. Donc, la troisième chose, c'est de trouver une solution, savoir quelle solution pratique vous allez amener aux gens. Et la clé de savoir si vous allez ou non faire une ASBL, si votre premier réflexe c'est de vous dire ben, je vais faire une ASBL, c'est parce que dans votre tête, soit vous n'avez pas confiance en vous de manière générale, soit vous réalisez bien que la solution n'est pas monétisable. Vous ne pouvez pas faire de l'argent avec. Donc si vous vous dites ok, manger c'est important, je vais faire des réunions tous les jours pour parler de manger, ah ouais mais bon, on va être une ASBL. Ça signifie que c'est pas vraiment une solution à un problème suffisamment important et suffisamment récurrent pour que les gens vous payent. D'accord? Bon. Donc, une fois que vous avez trouvé une solution monétisable, passez à la suite. Et c'est généralement là qu'il y a la grande différence entre les Noirs et toutes les autres communautés. Les Noirs participent, je schématise, hein. Les Noirs participent et arrivent jusque-là. Ils font des produits, etc. Ils vont les vendre dans les marchés et tout. Mais dès qu'il s'agit d'être dans les magasins, d'avoir véritablement une usine ou quoi que ce soit, on ne les retrouve plus. Alors évidemment, il y a une question de capital, mais ce n'est pas le seul problème. D'accord? Il faut réfléchir au moyen, le plus rapidement possible, de rendre votre solution systématisable, automatisable et standardisable. Pourquoi? Pour qu'elle se reproduise sans que vous n'ayez besoin d'être là pour chacun de ces nouveaux éléments. Il faut absolument, et c'est tout le secret de la richesse, c'est tout le secret de la richesse, c'est de dissocier totalement
le temps pendant lequel vous devez absolument produire de la valeur et la potentialité qu'une personne achète cette valeur. Est-ce que vous me suivez? C'est la différence entre service et produit. Si vous êtes avocat et que vous prestez des services, vous facturerez à l'heure. Donc si vous êtes malade aujourd'hui, eh bien vous ne facturerez pas. Donc vous ne gagnerez pas d'argent. D'accord? Si vous êtes fabricant de lunettes, au départ, vous facturerez moins parce que vous prenez votre temps pour faire des recherches, etc. et peut-être trouver suffisamment d'acheteurs. Mais une fois que vous aurez créé une paire de lunettes, vous la mettez dans la machine et elle reproduit toute seule les lunettes. D'accord? Et donc vous pouvez vendre 100 000 lunettes en ayant travaillé pendant 2 heures. Vous pouvez tout aussi bien en vendre 300 000 en ayant travaillé pendant 2 heures. Vous voyez un peu la différence. Et c'est ça qu'il faut que vous essayiez de faire. D'accord? Ça, c'est pour la richesse individuelle. Évidemment, sans richesse collective, on ne peut pas avoir de la richesse individuelle, mais la richesse individuelle des membres d'une communauté, ou de certains membres d'une communauté, ne sert à rien si elle ne se transforme pas en richesse communautaire. Pourquoi? Comme vous l'a montré Steve tout à l'heure, quand vous êtes isolé, c'est extrêmement facile de vous avoir. Extrêmement facile. Alors, arriver au sommet et être le seul Africain ça ne sert à rien. Parce que non seulement ça n'a qu'un temps, mais en plus, au cas où vous ne seriez pas au courant, tout le monde vous déteste. D'accord? Donc tous les non-africains qui voient que vous êtes au-dessus d'eux, et tous les Africains qui voient que vous ne les avez pas tirés avec vous. Donc le jour où les non-africains vous feront des misères, personne ne sera là pour vous aider. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec le poisson, là, qui est tout content d'être le premier poisson et on peut le bouffer en 2 minutes. D'accord? Donc, l'important, c'est évidemment de passer de la richesse individuelle à la richesse collective. Et là, la suite qui se passe, j'ai envie de dire, est beaucoup plus intéressante pour moi, ici dans mon exposé, c'est qu'une fois que vous avez réussi à faire votre produit, on va reprendre les lunettes. Bon, c'est pas profondément important et récurrent, donc on va prendre la quiche au pondu. Je sais pas si vous avez déjà goûté. C'est super bon, hein? Ouais? Bon. La quiche au pondu, c'est quelque chose que j'ai goûté une fois à un Brussels African Market. J'ai été vraiment choquée de ne pas la retrouver tellement elle avait eu du succès. Bon, du niveau 3 au niveau 4, imaginez que la quiche au pondu, c'est toi qui l'as fait aujourd'hui, imagine que tu te sois dit, oulala, elle a tellement de succès que je vais voir comment est-ce que je peux faire pour standardiser le processus de fabrication, la mettre dans une machine et qu'il y en ait des centaines qui partent de manière plus ou moins artisanale et qui puissent se vendre, se conserver, etc. On en a à ce stade. Tu as trouvé comme passer au stade 3, au stade 4, pour que Là, on en est au point 5 où tu te dis, bon, toute ma pâte, je l'achetais, je ne sais pas moi, au GB, tout mon pondu, je l'achetais chez le Paki parce que les noirs, ils sont vraiment trop chers, c'est pas économiquement viable. Et là, si vraiment tu veux faire le switch pour créer de la richesse communautaire, il faudra qu'à ce moment-là, tu te dises, ok, il faut que je commence à africaniser le reste des maillons de la chaîne de production. D'accord? Et le reste des maillons de la chaîne de production, c'est quoi? C'est éventuellement l'atelier où tu te trouves. Est-ce que tu payes ton loyer d'atelier à un Africain ou à un Africain? Bon, chaque mois est avantagé par le fait que tu as un business florissant. Si tu parviens à faire ça, c'est déjà pas mal. Mais le mieux, c'est de voir dans quelle mesure tu peux soit trouver un Africain, soit te former un Africain, soit toi-même en tant qu'Africain investir les autres maillons de la chaîne en amont pour que les fournisseurs qui sont les tiens soient eux-mêmes afro. D'accord? Qu'ils soient en Belgique ou ailleurs, hein, peu importe. Et alors tu t'arranges pour que vous fonctionnez le plus possible en vase clos. Après cela, tu montes à l'échelle au-dessus et tu fais tout pour que ton service client, qui existe déjà depuis le niveau 3, soit encore plus irréprochable pour que qui que ce soit qui essaye de te casser ou de te saper ne puisse pas y arriver parce que tu auras établi une relation de confiance telle avec tes clients et avec tout ton univers qu'il ne sera pas aussi simple de te déloger. D'accord ? Ça, c'est une chose aussi qu'on oublie beaucoup dans la communauté, c'est le service client et la construction de la confiance. Il y a aussi un autre élément extrêmement important, c'est de sous-promettre et de surfaire. Donc ça, c'est une clé. Lorsque vous avez
un service à vendre, etc., dites que vous allez faire A et faites A++. D'accord? Parce que le wow, c'est ce qui fait non seulement revenir la personne, mais toutes les personnes qu'elle connaît. D'accord? Et ça ne semble pas palpable dans ce qu'elle vous donne comme argent, mais c'est en réalité ça qui va vous permettre vraiment de faire la différence si n'importe qui essaie de vous copier et de faire une quiche au contenu. D'accord? Ensuite, au niveau 7, et c'est là aussi qu'on pêche beaucoup parce qu'on aime bien le culte de la personnalité, on n'est pas les seuls, mais on aime bien être celui qui. Bon, ou celle qui, ça existe aussi. Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir passer le relais. Aujourd'hui, si on me tue, parce que j'aurais dit que la Belgique c'est des méchants, eh bien il y a au moins 4-5 jeunes qui peuvent dire exactement la même chose que tout ce que j'ai dit. D'accord? Donc finalement, c'est inutile de me tuer. Je ne dis pas qu'on pourrait me tuer, je ne dis pas des choses aussi importantes que ça, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que un commerce et une richesse communautaire doit être une richesse structurelle. Les individus ne sont que des éléments qui doivent pouvoir être interchangeables. C'est terrible à dire, mais il faut qu'on puisse vous remplacer et que vous ne soyez pas suffisamment unique que pour que tout ce que vous avez mis sur pied tombe avec vous. Donc la première des choses à faire lorsque vous parvenez à atteindre un certain niveau, et même avant, parce que les plus jeunes peuvent toujours bénéficier d'un minimum d'expérience et de tous vos échecs pour aller plus vite, vous. Avant ça, c'est donc de passer le relais, de former les jeunes le plus possible à ce que vous savez faire de mieux, vos secrets, etc. etc. D'accord? Le but étant évidemment de créer une certaine complémentarité sectorielle. Complémentarité sectorielle, je vais donner l'exemple de la quiche au pot doux. Tu formes des jeunes à faire de la quiche au goûter, que j'ai aussi goûté d'ailleurs, c'était super bon, mais moins bon que la quiche au pot doux. Et donc, ce seront des concurrents sans être totalement des concurrents, puisqu'ils feront quelque chose d'assez différent, ou qu'ils feront des muffins au pot doux. Tu comprends? Donc, vous serez beaucoup plus fort parce que vous commencerez à être un secteur. Si l'un de vous tombe, l'autre peut racheter l'entreprise et les Indiens n'auront pas à racheter l'entreprise, et ainsi de suite. Vous comprenez? Et donc, vraiment réfléchir à la complémentarité. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Tosala est né en août 2014. Le jeu qui vous a été exposé par Steve. Un peu plus tard, je formais toute une série de jeunes à créer des applications. Et parmi eux, sont sortis des jeunes assez talentueux que pour créer un produit très 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 proche de Tosala, mais complémentaire à Tosala, Kwetu, que vous avez pu voir là. Et la clé là-dedans, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez aider les personnes qui vont être après vous, tout en restant complémentaires, mais que le fait d'être dans le même domaine ne vous pose pas un problème, parce que vous savez bien que si vous n'avez plus l'énergie un jour ou l'autre de poursuivre, d'autres poursuivront. Et à mon avis, c'est ça qui fait la richesse communautaire. Alors je vais vous dire une dernière chose, évidemment. Bon, je n'ai pas appris tout ce que j'ai appris juste du jour au lendemain. Je l'ai appris en me cassant la gueule pendant pas mal d'années, en étant salarié pendant très longtemps aussi. Et je partage maintenant sur Internet, mais ça va recommencer à partir de janvier 2017 en live pendant des week-ends. Ce qui m'a permis d'aujourd'hui d'être dans une logique où en un week-end, je peux créer un produit, le vendre, générer des sous avec l'équivalent d'un jean pour capital. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Sans plus tarder, on va passer à l'os. La banque. Donc c'est une question très importante de savoir, pas forcément parce que quand j'en parlais avec Boris, il n'est pas forcément de savoir où est-ce qu'on met son argent, mais vraiment de savoir comment est-ce qu'on gère cet argent. Et il était super important pour nous ici de parler de banque, parce qu'on a vu l'exemple aux États-Unis, des activistes, des acteurs, des artistes qui ont incité plusieurs autres Afro-Américains à leur placer leur argent dans une banque détenue par la communauté. Ici, ce n'est pas encore la même chose. Je dirais même qu'on est peut-être assez loin, mais via différentes idées que les frères Boris vont nous donner, on va voir que c'est faisable. Et c'est faisable éventuellement d'une autre manière, mais c'est faisable. Je prends les micros. Sous vos applaudissements. Bien. Bonsoir encore une fois et merci à toutes et merci à tous d'être venus ce soir. Je crois que c'est vraiment une journée, une soirée très très importante.
surtout en cette année 2016 où, comme Laetitia l'a déjà annoncé, il y a une guerre. Et la guerre, ici, elle est plutôt économique. Et malheureusement, vous et moi, nous faisons partie des casualties. Donc, on est là, on ne sait pas où ça se passe et comment ça se passe. Eh bien, ça se passe surtout une leçon économique. Je remercie énormément l'organisateur de cette réunion qui l'ont mis, les intervenants qui sont passés avant moi, que j'ai vraiment appris à apprécier lors d'une conférence sur Internet ensemble. Et j'ai vu, tiens, il y a de l'avenir pour l'Afrique. Sincèrement, il y a de l'avenir pour l'Afrique. Dans une interview, Wolfsheim, un des grands chefs du Fonds monétaire international, a donné une vision très pessimiste de l'Afrique. Très pessimiste. Et ça m'a révolté. Il a dit ceci. À l'horizon 2030, 2035, voire 50, l'économie mondiale aura tellement changé que les gens que nous voyons riches aujourd'hui seront pauvres. Et ceux que nous croyons pauvres deviendront riches. Mais quand il a parlé des Africains, il est resté pessimiste. Et c'est là où ça m'a révolté. Une question à vous. Aux horizons de 2030-35, à combien estimez-vous les revenus d'un Africain moyen annuel? Diaspora ou... Dans la diaspora, parce qu'il n'y a aucune différence, que ce soit la diaspora ou l'Afrique, bizarrement, il n'y a aucune différence. Il semble que nous avons un même modus operandi financier et économique qui fait que nous stagnons. Est-ce que quelqu'un peut me donner une vague, une somme annuellement? Combien gagnerait un Africain ici 2035-2030? La moyenne, pas individuellement. Non? 500 $. 500 $. 500. Par an. Hein? 30 000? 40 000? C'est bien. Bien. Et un Européen, combien gagnerait un Européen d'ici 2030? Combien? 10 000. Combien gagnerait un Asiatique d'après vous? 150 000. On n'est pas loin. D'ici 2020, 2035, 2050, un Asiatique gagnera en moyenne entre 200 et 250 000 $ par an. C'est énorme, n'est-ce pas? Un Européen, ou disons un Occidental, que ce soit les États-Unis, le Canada ou l'Europe, eh bien, ça va être entre 10 et 12 000 par an. Allô? Vous me suivez? Quand on parle d'une guerre économique, elle est réelle. Si vous voyez les gens s'agiter aujourd'hui, c'est qu'ils savent ce qui arrive. Et maintenant, l'Africain, vous m'avez dit combien? 500. Non. Malheureusement, l'Africain, la vision qu'on a de lui, l'Africain ne dépassera même pas 10 000 $ par an. Ça vous choque aussi? Eh bien, moi, ça me choque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison que nous restions dans cette vision-là qu'on se fait de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi intelligents que toutes les autres communautés. Nous sommes aussi inventifs que toutes les autres communautés. Et même, actuellement, nous inventons beaucoup plus que les Asiatiques et les Occidentaux. Est-ce que vous le saviez? En matière informatique, nous sommes leaders. Allez voir les jeunes au Kenya. Allez voir les jeunes en Tanzanie, au Nigeria. Nous avançons. Pourquoi est-ce que ce n'est pas dans les médias? Parce qu'on sait, celui qui contrôle les médias contrôle les pensées. Celui qui contrôle les pensées contrôle la production. Celui qui contrôle la production contrôle la consommation. C'est vrai. Voilà pourquoi on a cette vision de l'Africain qui ne va pas produire, qui va rester toujours derrière les autres. Mais, Dieu merci, nous allons voir avec vous qu'est-ce qu'une banque, comment une banque fait son argent, et quelles sont les alternatives à une banque aujourd'hui. Est-ce que demain, serait-il possible de créer une banque de la diaspora ici en Belgique, en France ou ailleurs? Oui, pourquoi pas. Vous croyez? Une entité très économique qui a pour mission de collecter les épargnes, d'organiser les paiements et de faire des dépôts. D'accord? Maintenant,
je ne sais pas combien de temps vous vivez en Belgique ou en Europe, combien de banques avez-vous entendu qui se sont créées dans les 5 dernières années? Plus de 10? 5? 4? 2? 0. En Belgique? 0. Pourquoi? Eh bien, il n'y a aucune raison directe à cela. Il n'y a aucune pression. Simplement, il se fait que, depuis 2014, suite aux crises que l'on a eues dans le monde financier, il ne se fait plus rien. Ce n'est pas qu'on a dit aux gens, ne criez pas de banque, ne faites rien, non. Mais les conditions sont telles que, même si vous avez la bonne volonté, même si vous avez les moyens pour le faire, vous n'y arriverez pas. La loi sur la création des banques en Belgique est régie par la loi du 25 avril 2014, vous pouvez vérifier dans le moniteur belge, qui elle-même a été dictée par la Banque Centrale Européenne et par les décisions prises par l'Union Européenne et le Parlement Européen, ainsi de suite. Un minimum de capital pour créer une banque en Belgique, on vous dit qu'il faut un minimum de 6 200 000. Minimum. C'est-à-dire au moment où vous commencez et que vous faites votre demande à la Banque Centrale de la Belgique, que vous allez commencer une banque, vous devez disposer de 6 millions et plus. Est-ce que, tel que j'ai entendu dans nos communautés, dans notre façon de consommer, est-ce que du jour au lendemain, on peut sortir ce montant? Possible. Je suis avec vous, rien n'est impossible. Mais une fois que vous avez sorti ce montant minimum, vous devez avoir un siège. Soit il vous appartient en propre, ou vous le louez. Vous avez des frais en plus. Vous devez avoir un minimum de personnel, une équipe d'administration, respecter toutes les... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails de toutes les lois que l'Union Européenne, la Banque Centrale Européenne ont mis ensemble pour que vous suivez, vous soyez en conformité de toutes les lois anti-blanchiment, anti-fraude, ainsi de suite. Ça vous coûte quand même de l'argent avant même que vous en ayez généré. Maintenant, voyons voir quel type de clientèle vous allez avoir. La Belgique, 11 millions d'habitants. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Sur les 11 millions d'habitants, quelle est la part de marché que vous réservez à votre banque? Je vous laisse deviner. Maintenant, quant aux produits, quels produits allez-vous proposer à vos clients? Sachant que ces clients ne sont pas des clients, des acteurs économiques majeurs. C'est des employés, c'est des ouvriers, des salariés en général, dont les revenus en moyenne tournent autour de 1002, 1003, 1004, 1006, 1008 pour les plus optimistes. D'accord? Vous allez avoir ce montant-là régulièrement sur votre compte. Admettons qu'il y a encore des gens qui perçoivent des allocations, et ainsi de suite, que même cela viendrait. À combien de membres ou des clients estimez-vous avoir pour votre banque? Sur une population de 11 millions. Ça devient un peu difficile, n'est-ce pas? Même si la volonté est là, même si on peut avoir les 6 millions, même si on peut avoir l'agence, mais tout, il manque quelque chose. Nous n'avons pas encore une culture de création financière. À Londres, si vous y allez, vous trouvez les Pakistanais, vous trouvez les Indiens, les gens du Bangladesh. En général, vous allez voir ces gens-là bien introduits dans un secteur, c'est le secteur financier. C'est vrai? Directeur d'agence, directeur de département de banque, ils sont là. Et que font-ils? Ils amassent le savoir, la connaissance. Ce sont les mêmes qui créent une économie noire pour renflouer de l'argent dans leur économie locale. Je n'incite pas à le faire, mais je donne à titre d'exemple. D'accord? D'ailleurs, on va clore, je ne pourrais pas rentrer dans le détail. D'accord? Est-ce que vous me suivez toujours? Voilà. Mais une fois que vous avez créé, vous avez les moyens, les capitaux, vous avez créé cette banque. Vous voyez que déjà au niveau
la clientèle, vous avez un souci. Parce que si c'est juste pour proposer le paiement et les retraits, c'est très limite. Et si vous devez payer un intérêt en plus pour ceux qui prendront le courage de faire un dépôt sur les comptes épargne, vous avez intérêt à être costaud, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous êtes un seul poisson qui nage contre tous les autres poissons, vous êtes une cible facile à avoir. Et après réflexion, je me suis dit, une banque de la diaspora qui fonctionne seule, c'est une cible pour toutes ces clientèles. Parce que le moindre pépin que votre banque va avoir, c'est tous les clients qui vont être affectés. Et si du jour au lendemain, votre banque n'est plus en mesure de pouvoir permettre de retrait d'argent, de transfert d'argent et autres opérations élémentaires bancaires, vous avez perdu tous les capitaux que la finance demande d'avoir, qui est la confiance. Pour ceux qui sont originaires du Congo, si vous venez les voir, vous dites « Ah, j'ai quelque chose, si tu mets l'argent, ça va sortir de l'argent. » Ils vous disent quoi? Ngouma, Bindo. Parce que les gens restent encore choqués. C'est un vrai cataclysme. Quand vous perdez l'argent que vous avez confié à quelqu'un, vous n'oubliez jamais. Si c'est un ami qui vous a demandé de prêter l'argent, ça va. Mais je veux dire, quand vous faites confiance à une institution de gérer votre argent et que cette même institution devient incapable de vous le restituer, vous avez un sacré problème. Maintenant, imaginez un peu le tsunami dans une diaspora fragile où les gens mettent leur argent et que vous n'arrivez pas à faire face. Est-ce que vous êtes toujours d'accord qu'on peut créer une banque de la diaspora? Les plus optimistes me disent oui. D'accord. Mais voyons maintenant, puisque nous avons parlé des autres communautés, comment ça se passe pour les Marocains? Comment ça se passe pour les Chinois? Comment ça se passe pour les Pakistanais? Eux, ils ont compris une chose. Au lieu de créer la banque à partir des lois belges, européennes et autres, ils font quoi? Ils retournent chez eux. Ils créent une banque locale. Et la banque locale envoie une succursale dans la diaspora qui permet à tous de fonctionner. Si vous allez dans le quartier de Place à Naissance, vous allez voir la banque Chapi. Si vous allez à Paris, vous allez voir la banque Chapi. Dans toutes les communautés où elle est présente, vous avez une représentation de la banque du pays. Avons-nous une seule banque du Congo? Une seule banque? Oui. La Belgolaise était une banque belge de droit congolais au départ, mais qui a fini par devenir une banque belge complètement, qui a été cédée à l'époque à la BBL, qui est elle-même devenue ING. Actuellement, nous n'avons pas une seule banque. De nos pays ici, le Nigeria a un niveau bancaire de connaissances très élevé. Le Nigeria a des banques quasiment dans tous les pays africains, mais aucune banque, en tout cas ici en Belgique, en France, aucune banque. Peut-être qu'à Londres, mais je n'en ai vraiment pas vu parce que j'y ai travaillé. Alors, ça serait une solution. Pourquoi ça serait une solution? Admettons que la plupart d'entre nous, nous avons des avoirs. Et là, maintenant, je vais rentrer dans les instruments financiers. Parce que créer la richesse, nous avons vu, il faut quand même être capable de certains moyens. Il faut quand même se lever et se dire, voilà, je vais créer une entreprise, pas une ASBL. Je vais me lever tous les matins, je vais avoir un produit, je vais standardiser mon produit, je vais faire passer mon savoir aux autres pour qu'ils puissent répliquer le savoir-faire et que ça reste dans la communauté. Mais au niveau financier, très peu, quasiment zéro. Notre conception de la banque, c'est toujours la même jusqu'à présent. Je dépose l'argent, je viens retirer quand j'en ai besoin. Mais ce n'est pas encore dans le sens de l'investissement. Une anecdote. Une de mes connaissances s'est fait arrêter en France parce qu'il roulait dans une très grande voiture, enfin une belle grande voiture. La police l'a suivi, il dit, mais monsieur, avec quoi gagnez-vous votre vie pour vous permettre une telle voiture? Et là, j'ai expliqué les instruments financiers après.
On le suit dans sa maison, on voit que le gars possède une grande villa. On dit sûrement, il doit faire quelque chose d'illégal. Soit il est dans la drogue, il fait quelque chose, il doit être dans l'illégalité. Il dit, mais non, attendez, j'ai mon conseiller financier qui va venir vous expliquer ce que je fais. Son conseiller financier qui est belge va là-bas, lui explique à la police, mais non, le gars, il a acheté sa maison régulièrement avec un prêt. Oui, mais pour avoir une telle grande maison et ne pas avoir un travail régulier, mais comment il fait et qu'est-ce qu'il a donné en garantie pour payer ça? Il lui a dit, mais non, monsieur a acheté sa maison avec un prêt qu'il rembourse tous les 10 ans. Et depuis qu'il a acheté, 10 ans ne sont pas encore révolus. Et la voiture, ben c'est toujours dans le même principe. Les policiers disent non, mais c'est pas possible. Le financier belge leur explique, mais si, c'est possible. Vous voyez, vous avez un contrat, vous avez tout en bonne et due forme, mais c'est là. Finalement, n'ayant pas de preuves pour l'inculper, ils ont dû le relâcher. Maintenant, la question, comment se fait-il que des gens peuvent avoir des prêts de 10 ans et remboursables seulement tous les 10 ans? Donc si dans 10 ans, il n'a pas remboursé, la dette est reportée encore dans 10 ans. Moi, ça me choque, ou ça m'a choqué. Mais ces genres de produits existent énormément sur le marché. La raison pour laquelle vous et moi, nous les savons, moi je le sais maintenant, que vous ne les connaissez pas, c'est parce que même votre banquier ne les connaît pas. Vous êtes d'accord? Là, on parle de pure création de richesse. Ce n'est pas que tu as acheté un produit, que tu vas vendre le produit, le bénéfice du produit fait de l'argent. Non. On parle de la création financière. C'est l'ingénierie. C'est des choses qui se font derrière les banques. Étant donné que j'ai travaillé aussi dans le crédit, j'ai compris le mécanisme parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'en a parlé. Une fois que j'ai vérifié, j'ai compris le système. Je vais juste demander à ma cousine qui est là, Victorine, juste tu peux juste te lever. Elle travaille pour une organisation qui s'appelle OMD, Organisation mondiale du développement, qui ont constaté que le Fonds monétaire international, n'ayant plus d'argent, plus d'assets, ne faut que promettre aux gens, surtout à nos pays africains, leur disant, vous avez besoin de combien? 10 milliards. 10 milliards, on va vous les donner. Mais on va vous les donner en tranches. Ça vous va? Disons, vous tous, vous êtes membres du Fonds monétaire international, d'accord? Eh bien, je vais d'abord encaisser vos cotisations. Vous payez vos cotisations? J'encaisse vos cotisations. Si tu ne payes pas, tu es un très mauvais élève, on va faire pression sur toi. Une fois que vous avez payé vos cotisations, je vais voir mon ami, je vais dire, voilà, tu sais, on t'avait promis 10 milliards. Voilà déjà la première tranche de ton argent. L'année qui va suivre, la même chose. Il n'y a plus d'argent. Sauf pour ceux qui savent comment le créer. Est-ce que vous voulez le savoir? Oui. Non. Est-ce que vous voulez vraiment le savoir? Oui. Attendez, on va arriver aux questions après. Bien. Les banques font ce qu'on appelle des garanties bancaires. Une garantie bancaire est un instrument financier qui permet à une grande entreprise ou une entité économique d'avoir à son profit un montant qu'elle ne possède pas, un montant qu'il ne possède pas, qui sera donné par une autre banque qui elle-même ne possède pas ce montant, mais la banque centrale qui émet l'argent va émettre cet argent, mettre à disposition de cette banque-là pour satisfaire le client qui attend. Mais maintenant, à tel montant, comment est-ce que c'est repayé? Ben justement, ce montant n'est pas repayé du tout, parce que c'est replacé sur ce qu'on appelle du trade. On va spéculer sur cet argent qui va rapporter en lui-même déjà de l'argent, et votre fonds de départ est toujours sécurisé. Vous ne perdez rien, mais au contraire, vous gagnez. Pourquoi c'est intéressant pour notre communauté? Je vais donner un exemple plus clair encore tout à l'heure. Pourquoi c'est intéressant pour notre communauté? Parce que nous faisons l'effort nous-mêmes. Quelqu'un doit d'abord travailler pour avoir de l'argent. Quelqu'un doit d'abord travailler pour avoir un bon credit score.
Quelqu'un doit avoir une autre personne pour emprunter de l'argent. Mais nous n'avons pas une entité qui fonctionnerait pour la communauté, qui générerait de l'argent régulièrement et à profusion et en quantité pour créer ce que j'appelle un tissu économique ou un système économique. Vous comprenez? C'est pourquoi notre économie dans la diaspora ne peut pas réussir, parce qu'on n'a pas l'épine dorsale qui soutiennent l'économie régulièrement. Ici, si l'économie ne va pas, l'État central est là pour dire on va mettre de l'argent. Si les banques font faillite, c'est pas un problème. On va mettre de l'argent. Mais qui va payer? C'est nous. Tu veux rentrer chez toi, on a mis le prix de billets d'avion tellement cher que ça va te décourager de prendre l'avion cette année-là, peut-être une ou deux fois. Tu vas dire, bon, pour l'année prochaine, dans 2 ans, quand j'aurai fait des économies, mais tu ne te rends pas compte, tu es vraiment dans un système qui te limite économiquement. Vous me suivez? Nous devons arriver à ce stade-là où ceux qui connaissent, ceux qui apprennent, arrivent à dire à 3, 4, 5 personnes, prends ton temps les 3 week-ends prochains, on va faire l'exercice. Je vais te montrer, sur base de mon exemple, comment j'ai réussi pour que tu puisses le faire. Et vous avez de la chance, parce que pour l'instant, il n'y a aucune législation à la matière. Tu ne dois pas avoir une licence, tu ne dois pas avoir un titre quelconque pour exercer ce genre d'activité. Maintenant, revenons à notre banque de la diaspora, mais qui est une banque du pays d'origine. Monsieur, vous avez un terrain quelque part en Afrique. Votre terrain a une valeur, d'accord? Cette valeur-là, si vous voulez la transférer ici, il ne vous serait pas possible. Vous devriez vous rendre sur place, vendre le bien en question, prendre l'argent sur place, et là, vous allez faire quoi? Vous allez appauvrir le pays où se trouve le bien en transposant le bien, l'argent, ici. Maintenant, si je vous disais, c'est possible de le faire sans que l'argent bouge. C'est possible de faire que cet argent généré sur place reste sur place, parce que c'est une valeur. Que fait-on à ce moment-là? La banque qui nous représente ici en Belgique fait quoi? Au Congo, vous dites par exemple, voilà, j'hypothèque mon bien, ça a une valeur de 100 000, eh bien, vous mettez ce 200 000 sur mon compte au Congo, au Rwanda, au Nigeria, partout où vous êtes. Maintenant, vous dites, bon, voilà, je retourne en Belgique, en France, je vais investir en France dans un business. J'ai besoin de l'argent liquide. Tu ne pourras jamais aller voir la BNP ou ING et leur dire, vous savez, j'ai de l'argent au Congo. Prêtez-moi de l'argent. Ils vont dire, monsieur, c'est très bien. Amène d'abord ton argent. Tu amènes ton argent, la banque se frotte les mains et dit, ah, encore un qui n'a pas compris. Mais voilà ce qu'on fait financièrement. La banque qui est sur place vous fait une garantie bancaire. Enfin, d'abord, il bloque les fonds. Ce qu'on appelle en anglais un block fund. C'est-à-dire l'équivalent du montant que vous avez sur votre compte est bloqué. Alors là, on va utiliser les SWIFT. SWIFT, ça vous dit quelque chose? C'est la compagnie qui sert de communication interbancaire. D'accord? Et ils ont plusieurs codes. La banque sur place au Congo ou en Afrique, par exemple, vous fait un SWIFT disant que voilà, ici nous avons bloqué 200 000 pour monsieur, madame. J'envoie ce message à ta banque ici, soit la banque qui nous représente ici, même à ce moment-là, tu peux l'envoyer même à ING ou à la sortie. Là, ils ne peuvent pas faire autrement que d'accepter, parce que c'est une formalité internationale. Et leur disant quoi? Eh bien, il y a des fonds bloqués pour monsieur ou pour la société X. Si vous lui donnez une ligne de crédit sur 200 000, là, en Belgique, où se trouve son entreprise,
Il va vous rembourser l'argent dans 1 an et 1 jour. Vous me suivez? Ça veut dire pour vous, l'avantage est quoi? Vous n'avez pas à payer des taux d'intérêt, vous n'avez pas à payer de remboursement mensuel pendant 12 mois et 1 jour. Vous avez un capital que vous pouvez investir, que vous pouvez travailler avec. Vous disposez réellement de l'argent sans que votre capital de départ ne soit touché. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est à ça que nous devons arriver pour que nous comprenions que nous avons les moyens. Nous avons l'argent. J'en suis sûr que la plupart d'entre vous, vous possédez un bien quelconque dans nos pays d'origine. Mais le malheur est que ceux qui sont sur place ne comprennent pas qu'ils sont assis sur une mine d'or. Ils se précipitent de revendre, de manger l'argent sur place, et finalement, d'une génération à l'autre, on s'appauvrit, au lieu d'augmenter la richesse et le capital. Maintenant, vous avez votre bloc-vente sur le montant que vous avez. Maintenant, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez prendre une garantie bancaire ou une lettre de crédit disant que voilà, sur le montant que j'ai, je vais emprunter 200 000, 300 000, parce que ça va être remboursé. En ce moment-là, vous avez les capitaux nécessaires pour investir. Pourquoi est-ce que c'est important de réinvestir cet argent? Parce que si vous prouvez que l'argent que vous avez emprunté par ce moyen, cet argent a servi à un but social, sanitaire, à lutter contre la faim, bref, j'ai dit, dans les objectifs du millénaire contre la pauvreté, vous aurez à ce moment-là un moyen de ne jamais devoir rembourser l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Du moment que vous utilisez les instruments bancaires et que vous réinvestissez votre argent, pas la totalité parce que vous avez d'autres besoins, vous réinvestissez une partie de votre argent dans du social et que vous pouvez prouver, par exemple, voilà, j'ai fait dans le social, j'ai lutté contre, j'ai amélioré les sanitaires, j'ai conçu des immeubles à titre pour subvenir aux besoins de sans-logis, à créer des écoles. Et si vous pouvez prouver à la fin de votre crédit que voilà, vous avez investi dans du social, là, il y a des programmes qui font qu'on vous dit, ah, c'est très bien, vous avez participé à aider le Fonds monétaire international ou d'autres institutions de ce type à remplir une partie de leur programme. Donc, l'argent emprunté se transforme en don. Là-bas, ici, ça ne regarde pas le moment que ça rentre dans un cadre social. Mais je préfère que tu le fasses là-bas. Mais on peut le faire ici. J'avais pris un bête exemple l'autre jour. Combien d'entre vous mangent de la chèvre? C'est vrai? Combien des fermes à chèvres détenues par les Africains se trouvent sur le sol belge? Les ailes de poulet, ça nous connaît. Dès qu'il y a quelque chose, il y a toujours des ailes de poulet. Est-ce que quelqu'un d'entre nous possède ne fût-ce qu'une ferme, une élevage de poulets? Ici. Ici. On parle d'ici parce que c'est ici. Entre parenthèses. Pourquoi est-ce que une des choses qui fait que psychologiquement nous n'arrivons pas à nous démarquer et que nous vivons ici, mais nos pensées sont toujours là-bas. Le jour, je vais retourner. Quand les enfants vont grandir, on va retourner. Mais entre-temps, on consomme ici, on dépense ici, mais on n'investit même pas. Et quand il sera temps d'aller investir là-bas, on est déjà fatigué. Mais si on apprend à investir ici, on peut prendre en revendant ses biens et dire voilà, hop, le Lubumbashi, me voilà, je viens avec de l'argent frais. Vous me suivez? C'est ça notre problème. Et une autre chose, pourquoi est-ce que même économiquement nous n'arrivons pas à ce que quelqu'un connaisse la marque Vitalo? Oui, enfin, tout le monde. Aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas d'enfants ici. Pourquoi est-ce que vous aimez cette marque jusqu'aujourd'hui? Émotionnelle. La qualité, bon, émotionnelle. C'est parce que vous avez grandi avec la marque et le goût. Le jour, nous allons faire une marque de beurre, du beurre ou de la margarine, avec
nos moyens, notre façon de produire, et que vous élevez vos enfants à la maison avec cette marque-là, dans 10 ans, dans 20 ans, quand ça sera des jeunes adultes, quelle marque croyez-vous qu'ils vont acheter? Quelle marque croyez-vous qu'ils vont acheter? Et pourquoi est-ce que nous achetons les marques des autres et jamais les nôtres? Parce que nous avons été façonnés à apprécier la marque des autres et pas jamais les nôtres. Aujourd'hui, consommer africain, comme on dit les prédécesseurs, c'est une question d'éducation. Et on doit commencer très tôt. Et croyez-moi, j'ai testé les enfants à la maison, autour de moi. Les enfants comprennent très bien les finances. Comprennent très bien et très vite. Expliquez-leur les règles de base et vous allez voir qu'ils sauront faire les calculs, ils sauront voir ce qu'est leur intérêt. Alors maintenant, je reviens encore à la première question. Est-il nécessaire d'avoir une banque? Non. On peut avoir ce que ici la loi permet d'avoir une institution financière qui n'est pas une banque, parce que pour être une banque, il faut répondre à des critères bien précis. D'accord? Au moment qu'on peut disposer de l'argent, prêter de l'argent, récolter l'argent de retour, c'est faisable. Oui, ça c'est faisable. Mais pour le faire, il faut que nous créions un système, une institution qui permette de faire de l'argent. Juste pour terminer sur ce point-ci, Patrick a parlé ici des tontines. Si nous changeons notre consommation immédiate de l'argent, on peut faire des levées de fonds très importants. Si on fait une tontine pendant une année et demie, sans devoir payer à chacun l'argent, et qu'on dit, ben voilà, à titre d'exemple, ici, on a maintenant, après un an, tout dépend du nombre de personnes qu'on a, on a l'équivalent de 100 000 en euros. 100 000 en euros peut acheter une garantie bancaire, parce que les banques qui sont très riches vendent leur garantie bancaire. Avec 100 000, vous pouvez avoir un revenu sur garantie bancaire l'équivalent de 5 millions, que vous ne payez pas pendant 12 mois et un jour. Avec 5 millions, croyez-moi, vous et moi, on peut faire des choses. On peut faire des choses. Et si on a 5 millions, ça veut dire que l'opération qu'on peut faire, on peut le faire à un niveau encore plus élevé pour plus de revenus. Mais je veux m'arrêter ici aujourd'hui parce que les instruments financiers, il y en a plusieurs. Je veux simplement vous en parler de ces deux-là. Donc la lettre de crédit, ce qu'on appelle la Standard Letter of Credit en anglais, la garantie bancaire, et il y en a d'autres. Parce qu'il y a une phase de monétisation où ça rapporte beaucoup plus. Mais voilà, c'est juste pour donner ça comme idée, comme on dirait en anglais, la appetizer, de ce que nous sommes capables de faire. Si nous nous mettons ensemble, de ce que nous pouvons créer comme richesse à partir de nos pensées, de nos idées, et de notre savoir-faire. Bien, je vous remercie beaucoup.